et bonjour à tous, bienvenue à vous, bienvenue chez vous dans votre espace matinal de tous les jours. Nous sommes le lundi 4 novembre et nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin pour passer ensemble 1h30 d'émission en direct. C'est Bonjour d'Algérie, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, on a pour vous un programme riche avec tous nos rubricards. On commencera d'ailleurs dans la joie et la bonne humeur tout de suite. Et plutôt dans quelques instants avec Ahmed Griga Hassan qui lui s'intéressera au Maoulid. Ben oui, c'est l'actualité, c'est bientôt le Mouloud. Et il s'intéressera au Maoulid, à sa symbolique, sa célébration à travers le monde musulman et à travers l'Algérie en particulier. On ira du côté de la SAFEX retrouver Ratia Boulmaali pour nous parler de la 24e édition du Salon international du livre d'Alger. Et avec nos rubricards, donc Farah Hamadesh, dans sa nouvelle rubrique Kansou, elle s'intéressera à l'étiquetage nutritionnel. Ouidada Gabi continuera de nous parler de l'accident vasculaire cérébral. Elle avait commencé la semaine passée et elle continuera d'en parler avec quelques conseils pratiques. Mounia Witis, dans sa rubrique Mère et enfant, elle s'intéressera à la fausse route chez bébé. Mais tout de suite, on n'oublie pas les bonnes manières, la météo avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, la météo du jour, ça donne quoi aujourd'hui? Très bonne question, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, cet début de matinée, un petit peu de brume sur l'ensemble des régions côtières. Et puis, le ciel restera peu nuageux, dégagé à peu nuageux sur la partie est, de belles éclaircies. Tout au long de cette journée sur l'ouest et le centre du pays. Sur la partie sud, eh bien, on notera un ciel voilé vers l'extrême sud, le Gare et le Tassili, un ciel dégagé sur le Nord Sahara, la Saoura, le Sahara central et les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera des températures plutôt agréables avec sur la moitié nord 27 degrés à Alger, 26 à Annaba, on notera 25 degrés à Oran ainsi qu'à Tlemcen, 22 degrés à Tiaret, 25 à Lerouat, 28 degrés à Ghardaya, Béchar, 31 degrés à Tindouf, Ilizi, 30 degrés à Tamarasset et Janet et enfin 38 degrés à Borj, Bedji Mokhtar et Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel plutôt couvert sur la majeure partie du continent avec des pluies parfois sous forme d'averses à Berne, Berlin, Paris, Bordeaux, Lisbonne, un ciel plutôt orageux à Athènes. Et puis côté Mercure, on notera 22 degrés à Bucarest, 15 degrés à Varsovie, 13 à Budapest, 14 à Prague, 13 également à Rome, 23 degrés à Athènes, 12 à Berne et Berlin, 19 degrés à Marseille, enfin 13 degrés à Paris. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci Mina. Merci à vous. Excellente journée à vous. Bonne journée. Quant à nous, on continue en musique avec un groupe qu'on apprécie énormément, c'est les Fritlane, qu'on a eu le plaisir de recevoir à maintes reprises dans Bonjour d'Algérie. Regardez et appréciez. عروقي ما
c'était Amaziria, très belle chanson de Freaklane que nous vous avons proposée ce matin. Et tout de suite, place à la première rubrique du jour, tout de suite après ceci. Vous l'aurez compris, la première rubrique du jour, la rubrique Les Savants Arabes, présentée comme d'habitude par Ahmed Greg-Ahsen. Bonjour Ahmed. Bonjour Soumeya. Comment ça va? Alhamdoulilah. Alors, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler du Mouloud. Mouloud Nbi, c'est bientôt, c'est samedi prochain, correspondant à la naissance du prophète, alayhi salat wa salam. Mais pas que, puisque vous allez revenir également sur d'autres aspects, tels que l'apport civilisationnel du prophète, alayhi salat wa salam, sur le monde, sur cette relation également d'amour et de profond respect, d'adoration que nous avons avec notre prophète, alayhi salatu wassalam, et puis sur la célébration de cet événement dans le monde musulman et en Algérie en particulier, avec tous ces rituels, la fameuse tammena, l'qsaïd, donc la poésie, le mdih, les rituels, bref, de la célébration du Maoulid. Nous allons commencer par le commencement, justement. Exactement. Et le Maoulid Nabawi Sharif sera célébré, Inch'Allah, samedi prochain, 12 Rabi' al-Awwal, 1441, correspondant au 9 novembre 2019. Cet événement est aujourd'hui célébré par bon nombre de communautés musulmanes dans le monde, bien que le Maoulid Nabawi intervienne le même jour du calendrier islamique. La date du calendrier grégorien varie d'année en année. Nous allons l'expliquer tout de suite, car le calendrier grégorien est un calendrier solaire et le calendrier donc islamique est un calendrier lunaire. Cette différence signifie que le Maoulid Nabawi Sharif se déplace, cette date se déplace dans le calendrier grégorien d'environ 11 jours chaque année. La date du Maoulid Nabawi peut également varier d'un pays à un autre selon que la lune ait été aperçue ou non. Ça, c'est à vous de nous l'expliquer. En fait, c'est un détail qui revient tous les ans. En fait, on n'arrive pas à stabiliser un peu le calendrier hégirien pour des raisons plus que scientifiques, des raisons qui dépassent les scientifiques, parce que astronomiquement, on peut déterminer le début des mois lunaires maintenant dorénavant, sauf dans des cas exceptionnels où on ne peut pas savoir si la lune sera visible ou pas. Donc ça, c'est très exceptionnel, mais on peut le faire. Les calendriers maintenant hégiriens, on peut les établir avec une très très grande exactitude, mais bon, le politique ne suit pas, et c'est un autre domaine, donc je préfère ne pas en parler parce que ce n'est pas le moment. On veut parler de Sidna Mohammed alayhi salatu salam, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, Khatam al-Anbiya wal Mursalin. C'est la célébration de sa naissance, exactement. Justement, un grand événement. Mais pour comprendre la grandeur de l'homme, pour comprendre la grandeur de l'œuvre, il faut revenir à l'instant zéro. Il faut revenir au moment où le prophète alayhi salatu salam est né. Oui. On le connaît tous, il est né à Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Et l'année de l'éléphant correspond au moment où Abrah al-Habashi est venu attaquer la Mecque parce qu'il voulait déplacer le Kaaba, il voulait que les Arabes viennent faire le pèlerinage chez lui à Sanaa, donc au sud au Yémen. Il vient, il attaque la Mecque, il vient avec son armée, il vient avec ses éléphants, il vient avec une armée entière. Il ne trouve personne pour résister. Donc, aucune tribu arabe n'a osé venir défendre le temple des temples, leur temple, le temple qu'ils visitent chaque année. Personne n'a osé résister, même Abdul Muttalib, aucune résistance. Même Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, n'est venu demander que ses dromadaires. Donc il est venu chercher ses dromadaires que l'armée, d'une façon ou d'une autre, a pris. Donc il demande à récupérer ses dromadaires. Il lui dit, je viens attaquer votre temple et vous demandez vos dromadaires. Il lui dit, donc pour vous dire l'état de faiblesse, l'état de déliquescence où se trouvaient ces tribus arabes, cette nation arabe qui était à la périphérie des grandes nations, qui était à la marge de l'histoire, il n'existait pas. 60 ans après, on arrive à Khmstash l'Hijra, donc quelques années après le décès du prophète alayhi salatu salam. Non, pendant la vie, les dernières années de la vie du prophète alayhi salatu salam, il y a Ghazwat Mu'ta, où l'armée musulmane va livrer une bataille à l'armée byzantine et va gagner la bataille. Donc on sort en l'espace de 60 ans d'une nation qui n'existe pas à un État qui se défend, qui va même défendre ses frontières,
qui est établi. Donc, qu'est-ce qui a changé chez ces Bédouins? Qu'est-ce qui a changé dans ces tribus? En fait, c'est l'esprit qui a changé. Donc, c'est le message divin qui est venu, qui a insufflé une nouvelle philosophie, qui a insufflé une nouvelle vie dans ces gens. Et c'est ce qui a fait de nous aussi, donc presque tous les peuples qui sont islamisés par la suite, n'existaient pas. Même les Berbères, ils étaient, bien qu'ils existaient et tout, il y avait Massinissi, mais ils n'avaient pas d'impact, ils n'avaient pas d'action sur le monde. Donc, tout de suite, il y a l'espace, tout cet espace qui vient donc, de la Méditerranée, qui s'allonge jusqu'en Chine, et qui existe et qui s'impose. Donc, il y a tout un changement. Et c'est bien sûr maintenant, et après ça, donc un siècle après, 2 siècles, on parle d'art islamique, on parle de culture islamique, on parle de philosophie islamique. Donc, il y a un changement terrible. C'est un changement qu'a vécu l'humanité avec juste la venue d'un seul message. Un homme qui était perdu dans le Sahara, dans le désert, dans une petite ville. Si même on peut qualifier ça de ville. La Mecque n'était pas une grande ville, elle était donc une petite cité où des gens vivaient. Donc, il y a tout un changement qui arrive. Ouais. C'est pour ça que l'on fête la naissance du prophète. Et on n'est pas les premiers à le faire, du moment que son oncle Abu Lahab l'a fait. Donc, il l'a fêté le jour de sa naissance, il a libéré son esclave. Donc, il y a son frère qui le voit, l'Abbas, qui le voit en rêve. Il lui dit, qu'a fait de toi Dieu? Il lui dit, je suis bien sûr dans Jahannam, sauf que ma souffrance est un peu allégée le lundi parce que c'est le jour où j'ai libéré mon esclave qui m'a informé de la naissance de Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, ça c'est pour Abu Lahab. Imaginez-vous pour le reste. Donc, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on l'adore. Il y a une relation plus que... C'est pas un homme qui a délivré un message qui est parti. C'est pas un facteur, c'est pas un postier. Donc, c'est le sceau des prophètes. Donc, il nous aime, nous qui l'avons pas vu, donc il dit à ses compagnons, il dit « Ah, ishtaqtu ila ikhwani » donc, mes frères me manquent. Ils lui disent prophète, nous sommes tes frères. Il dit « Non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont les gens qui vont croire en ce message, qui vont croire en moi, qui m'ont pas vu. » Et il nous est aussi demandé de montrer notre bonheur, notre joie pour ce prophète, parce que dans le Coran, il dit قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Donc وبرحمته, dans un autre verset, ils disent وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc, Rahma wa Rasul alayhi salatu wassalam. Donc, nafrah bil Rasul alayhi salatu wassalam. On est obligé. Et on le fait naturellement. Donc, tout musulman qui est bien établi, qui est équilibré, qui est bien dans son être, bien sûr, il est farah b'sidna Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, il n'y a pas lieu de résumer toute la vie du prophète alayhi salatu wassalam, mais il y a quelques bribes. Donc, il y a aussi... il y a plein de changements qui sont arrivés. Et puis, on se demande maintenant, on se pose la question, pourquoi, à un certain moment, El Mawlid a été sacralisé comme étant une fête officielle, donc en Orient et en Occident. Ça a commencé en Égypte ? Ça a commencé... En 1207, non ? Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est les gens qui... Bien sûr, ça, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui veulent, quelque part, séparer les musulmans de leur prophète, qui disent que c'est une fête qui a été inventée par les Fatimides au XIIe siècle, donc c'est des chiites, donc ainsi de suite. C'est pas vrai. Il y a une référence qui dit que les premiers qui ont fêté le prophète, c'est les Bouayhides qui étaient à l'époque des Abbasides, donc un siècle avant les Fatimides. Oui. Il y a quelques éléments qui disent que les gens de la Mecque, on a des citations, ils fêtaient donc le jour du Mawlid Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait dans sa maison qui a été malheureusement détruite tout récemment. Donc il rentre dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est né, et il la nettoie, ils ouvrent, ils aèrent, et il laisse les gens rentrer pour visiter, pour voir que ce prophète a existé physiquement. Donc c'est pas une légende, c'est pas une histoire que les gens racontent comme ça, parce que c'est ce qu'on risque en détruisant tous les signes, tout ce qui reste de ce prophète alayhi salatu wassalam, tout ce qui reste physiquement. Donc comment ça se fait que on rentre dans la page de l'UNESCO et on voit que les sites l'un des rares sites classés par l'UNESCO en Arabie Saoudite, c'est pas la Mecque, c'est pas Médine. C'est plutôt Dar'iyya qui est le lieu où est né Mohammed bin Abdul Wahhab. Donc Mohammed bin Abdul Wahhab, le petit village perdu à Najd, est plus important que la maison du prophète alayhi salatu wassalam.
Donc on ne comprend pas. Même, il y a même la pierre où l'on dit que Antar et Abla se rencontraient est classée, donc c'est un monument national et pas la maison du prophète. C'est très important que ces restent pour l'humanité parce qu'elles n'appartiennent pas à un pays ou à un peuple, elle appartient à toute l'humanité. Exactement. Donc le rituel, pourquoi ça a commencé? Pourquoi ça a été officialisé au XIIe, XIIIe siècle? Il faut revenir au contexte international. Il y a l'attaque des Mongols, il y a les croisades qui arrivent, il y a le rétrécissement de tout cet espace islamique, même l'Andalus, la chute de Tolède, il y a tout ça. Donc les musulmans se sont attaqués et ils se sentent faibles aussi. Donc, et au moment où on se sent faible, on est obligé de revenir au fond de soi. Donc, on revient, donc on se cherche dans tout, et on revient généralement à l'instant zéro. Et l'instant zéro de cette nation, de cette civilisation, c'est le moment de la naissance du prophète. Donc, ils sont partis chercher au fond du fond d'eux-mêmes pour essayer de renforcer leurs convictions, de revenir se redonner de l'énergie, de puiser du fond d'eux-mêmes de l'énergie pour revenir, pour résister, pour continuer à exister. Et de là, parce qu'il y a l'Azfi qui parle de la création, de l'officialisation du Mawlid Nabawi à Sebta, il dit que... C'est une fête populaire finalement. Exactement, c'est le peuple qui s'est approprié la fête. Donc elle a été, c'est une fête aussi officielle, déjà dès le début, les Almohades ont commencé à célébrer, mais c'est le peuple qui s'est identifié. Là, c'est l'un des poèmes les plus chantés dans le monde musulman, c'est le Bourda de Boussairi. El-Bourda, Mohamed Moussaïd Boussairi, que Cheikh Abdelrahman Dilali disait qu'il était d'origine algérienne. Donc, il était atteint de paralysie quand il vit le prophète dans un rêve. Dans un rêve, il a sans son manteau sur les épaules. Exactement. Et c'est le poème du manteau finalement. Exactement, le Bourda c'est le manteau. Oui. Alors, il se compose de 10 chapitres. Nous avons vu ça en images. Et dans les mosquées, pendant le Maoulid, c'est ce poème qui est récité à chaque fois. Oui. Donc, et ça dépend en fait. En Algérie, on a une carte très très belle des qasaïds qu'on chante. Donc, il y a ça, c'est une collection de poèmes chantés à Alger que j'ai eu le bonheur et le plaisir d'éditer avec Amir Reda Rabbi Rahmo. Donc, c'est le registre de son oncle Cheikh Mohamed, l'un des Besh Qsad du XXe siècle, des Besh Qsadines. Donc, il a laissé un recueil qu'on a édité en 2017. C'est le recueil chanté à Alger, parce qu'il diffère de ce qui est chanté au sud, parce que donc, au sud, si vous allez à Adrar, c'est le Hamziya et le Bourda de Boussairi qui chantent. Si vous allez à Tam el-Ghasset, c'est Ibn Wahib qui chante. Donc, Takhmis Ibn Wahib, les Watriyat al-Baghdadi. Donc, il y a des qasaïds qui chantent. Donc, vous allez à Tlemcen, c'est Majalis al-Arousi qui chante. Vous allez à Constantine, c'est le Barzanji. Donc, on a tout un tableau coloré comme ça de poèmes, de très très beaux poèmes qui chantent le prophète. C'est toute l'Algérie qui chante le prophète et chacun à sa façon. Ici à Alger, on chante. Ça, c'est une photo vous avez en blanc le Mufti Baba Amar Birahmou et en noir il y a Cheikh Mohamed Bistanji qui était le Besh Qsad et à côté de lui à sa gauche c'est Cheikh Al-Qamihi, le père de Cheikh Msikji qui est le dernier Besh Qsad ici à Alger. Donc ils étaient en randonnée avec donc ils étaient en groupe. En fait, le Qsaïd, il les préparait pendant toute l'année. Donc chaque week-end, ils se retrouvaient, ils chantaient pour garder les mélodies, pour préparer pour le Mawlid. Ça, c'est une séance de Mawlid dans le mausolée Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Et en face, au milieu, on voit Cheikh Mohamed Likhel qui était le Besh Qsad à l'époque. Ça, c'est pendant les années 40. Après le décès de Cheikh Mohamed, donc c'est les années 50. D'accord. Et puis, il y a aussi en Turquie, Aqd al-Jawahir qui est récité. C'est un poème très connu qui est récité pour l'occasion dans Exactement. les Donc plus grandes chaque mosquées pays a et ça c'est la couverture du registre de Cheikh Mohamed que je voulais présenter pour que les gens sachent comment ils gardaient les anciens. Donc ils écrivaient chaque fois qu'ils avaient un poème. Il y a aussi la spécificité des poèmes chantés à Alger, c'est qu'on les chante suivant les mélodies de la musique andalouse.
Et donc, on a des repères, on a le poème. Et à côté, ça, c'est une autre séance à Sidi Abdelrahman qui est plus récente avec Cheikh Sidi Ahmed Serri et Cheikh Ben Youssef Saïdi qui était imam à Jama' Jdid. Oui. Donc, on continue, la tradition continue. Exactement. Et on a à Alger une tradition, l'une des plus anciennes traditions du monde musulman. Parce qu'on l'a gardée telle qu'elle, depuis l'époque de Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Donc, c'est une tradition qui aurait 5 siècles minimum. D'accord. Donc, bien sûr, c'est la plus ancienne tradition qu'on devrait peut-être essayer de classer UNESCO parce que c'est un patrimoine immatériel, c'est important. Et les gens viennent chaque année à Sidi Abdelrahman, ils chantent les mêmes mélodies, les mêmes airs, les mêmes qasaïd, les mêmes poèmes. Et c'est important que l'on montre ce qu'on a en Algérie et partout. Donc, Alger n'a jamais été une ville française, elle a été une ville algérienne. Ça, c'est une autre séance de Maoulid à Sidi Abdelrahman Ta'alibi. On voit au milieu Amir Rida Rabbi Yarhamou. Donc, c'est un peu plus récent. Donc vous voyez que c'est une tradition millénaire qui date de l'époque Sidi Abdelrahman Ta'alibi parce qu'on a des poèmes de l'élève Sidi Abdelrahman, Cheikh Sidi Ahmed Ben Abdallah Zouaoui, le Jazairi. Donc on a des poèmes, 5 ou 6 poèmes écrits par lui-même. Et puis tous les poèmes des Mfata. Donc Ahmed Ben Ammar, donc peut-être on aurait vu la couverture de Sarih là. Il y a Mohamed Ben Shahid, il y a le Babouji, il y a le Mengelati bien sûr. Oui. Donc, Sidi Ben Ali, sans oublier Sidi Ben Ali, tous ces gens, tous ces grands muftis. Donc, on essaie. Et le dernier poème dont on sait qu'il a été, c'est le poème de Cheikh Abdel Halim Ben Smaïl. Ça, c'est le sommaire du Zmam de Cheikh Mohamed. Donc, vous voyez sa calligraphie, comment il écrivait. Donc, en 1926, Cheikh Abdelrahman Jilali nous raconte ce qui s'était passé. C'est Cheikh Abdel Halim qui vient à Jama' al-Khel, à Jama' Yahya, Mustafa al-Khel, à Belcourt. Il vient avec un nouveau poème qu'il venait d'écrire. Et il y a le Qassadin, le Bash Qassad, Cheikh Mohamed Boukendoura qui était encore vivant. Donc, avec tout le monde, ils l'ont mis en musique et ils l'ont chanté. Donc ça c'est le dernier. Avant lui, l'avant-dernier c'était le mufti Ali Belhafaf qui est mort à la fin du 19e siècle. Donc tout ça c'est la tradition d'Alger, sans oublier bien sûr les traditions à Tlemcen, bien sûr, les Ianides, c'était avec tout le faste du roi qui venait, donc c'était une grande cérémonie. Il présentait l'automate, le mengana, c'est une horloge automatique qu'il présentait à ces gens, donc il donnait aussi l'heure. Et puis c'est un véritable pèlerinage dans certaines régions, telles qu'au Sénégal, la ville de Tivaoune, qui attire lors du Maoulid de nombreux disciples de la Tijaniya, de la Zawiya Tijaniya. On revient peut-être à un autre grand événement dans le sud algérien qui attire donc de nombreux visiteurs, de nombreux touristes également à l'occasion du Maoulid. Donc c'est très festif. C'est Sboua de Timimoun. C'est Sboua de Timimoun. Ouais. Je vais demander à Amel de nous envoyer, nous envoyer les images. On est en train de les voir. C'est un véritable pèlerinage qu'on organise chaque année à Timimoun dans le sud algérien. C'est l'une des festivités les plus vues et les plus visitées dans la région du Gourara. C'est un véritable festival connu localement sous le nom de Sbour, le 7e jour après la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui se tient donc le 19 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année hégérienne. C'est un événement culturel, religieux, touristique d'une grande importance. Les visiteurs, coutumiers ou pas, y affluent de toutes les régions du pays et même des pays voisins pour participer à ce rite exceptionnel célébré par la confrérie de Sid el-Hajj Belqasem. Le Coran est revisité, récité chaque nuit et relu en intégralité jusqu'à la fin de la célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En plus de ce rituel de récitation des versets coraniques, les pèlerins assistent la nuit aux déclamations des qsaïd, des poèmes, jusqu'à la clôture de l'événement. Alors que durant la matinée, le public aura apprécié les poèmes dits al-Hamziya, plutôt, d'accord, ainsi que les chants religieux tout au long de la semaine. Des festivités sont donc organisées, telles que le Barot,
La fantasia. Bien sûr, les danses du terroir, et puis des jours durant les qsor du Gourara. On est en train de voir ça en images. Participe avec, donc principalement le qsor de Timimoun, des bords d'animation et d'activités diverses. Le groupe folklorique El Baroud offre des spectacles donc à chaque fois époustouflants. Et puis un mélange de louanges à Dieu et au prophète alayhi salatu wassalam, des démonstrations d'originalité et de beauté exceptionnelles. C'est ce bois de Timimoun et c'est un événement à ne pas rater en fait à chaque fois. Il y a des événements qui sont similaires mais qui ont été réduits par le fait de l'occupation française. C'est la Menara de Tnes, la Menara de Meliana, la Menara de Chechel. Tout ça c'est des processions, c'est la même façon, c'est le même esprit. Donc c'est un pèlerinage. Donc c'est des gens qui vont se déplacer pendant toute la vie. La procession existait même à Alger. Donc à Alger, on sortait de Jam' al-Kbir pour aller à Sidi Abdelrahman. Donc dans toutes les villes, il y avait cette tradition. Donc au sud, ils ont eu la chance de ne pas avoir été trop infectés par l'occupation française. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'influence. Donc ils ont pu garder leur tradition. Il y a même le même rituel existe à Mustaghanem jusqu'à présent. Donc ils sortent de la Zaouia, ils font un tour dans la ville en chantant, en déclamant des qasaïd. Mais ils ne peuvent pas le faire comme au sud parce que il y a la vie, il y a les routes. Donc ils ne peuvent pas occuper la rue pendant 7 jours. Alors j'ai assisté à un maulid au niveau de Tamen Rasset et à Tamen Rasset c'est assez particulier. Tous les jours, pendant 10 jours, on récite le soir le Coran dans toutes les mosquées. Alors en se promenant dans la ville de Tamen Rasset, on écoute la récitation du Coran, on apprécie, tout le monde, les gens s'installent à côté des mosquées pour justement écouter. Et ça donne une certaine particularité, une identité sonore à la ville. Donc il y a plus que les couleurs, il y a plus que les odeurs, il y a aussi l'identité sonore des villes pendant une certaine période. Donc vous allez vous rappeler de ce moment. Donc quand je suis passé à Tamen Rasset, donc il y avait cette mélodie qui revenait donc dans les haut-parleurs des mosquées et ça fait quelque chose. C'est un événement qu'on garde dans son subconscient. Exactement. Et c'est ça. Et ça se faisait dans toutes les villes d'Algérie, dans tous les villages, même en Kabylie. Ils ont bien sûr leur façon de fêter le prophète. Donc bien sûr, ce qu'on essaie de nous montrer, c'est toujours la même chose. La Tammena, leur fils et toutes ces histoires. J'aime bien manger, mais il n'y a pas que ça, parce que il y a aussi autre chose. Donc, il y a plus important que ça. C'est ce avec quoi les gens nourrissaient leurs esprits. Et c'est les écrits, c'est ce qu'ils ont écrit, c'est ce qu'ils ont dit. Dans la collection de ces poèmes, on retrouve des poèmes écrits avec des métriques que rares sont les chanteurs ou les poètes arabes ont utilisé. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc de Medeh, bien sûr. Et on avait omis de dire que le Sbour de Timimoun est classé au patrimoine immatériel mondial par l'UNESCO et le Maoulid est célébré d'une manière spectaculaire également à Tarid et à Bni Abbas. Bien sûr, bien sûr. Donc tout ça, c'est ce que peut offrir l'Algérie au monde. Donc ça fait partie de notre identité. Le Mawlid de Timimoun a été classé à l'UNESCO, c'est très très bien parce que c'est un acquis. Donc et c'est aussi bien sûr ceux qui parlent de tourisme religieux, donc ils ne font qu'en parler déjà. Donc c'est bien qu'ils en parlent, mais il faut aussi qu'ils fassent quelque chose pour sauver tout ça, parce que les ressorts de Timimoun aussi sont en train de souffrir. Donc est-ce qu'on peut relever aussi avec les pèlerinages de Timimoun, c'est qu'ils reviennent à la fin, donc ils reviennent au mausolée de Sidi El-Hajj Belkacem, qui est le père fondateur des ressorts de Timimoun. Tout à fait. Donc on revient, c'est la symbolique, donc on revient à l'instant zéro de la création, et on le fait au moment où on revient à l'instant zéro de la naissance du prophète. C'est très important, la symbolique est là, c'est très important de voir ça. Et la fête du Maoulid s'exprime pour finir, donc aussi par des mets spécifiques qui sont mis à l'honneur ce jour-là, à l'occasion. Comment on appelle ça en Tunisie? Vous savez, on prépare un mets à base de graines d'Alep, acida, farine, sucre, lait et eau de rose. Ça, c'est en Tunisie. On appelle ça l'acida.
Et puis on a Tomina. La Seda, on l'a fait aussi à l'est de l'Algérie. Il y a différentes variantes de Seda. On appelle ça la Aseda de Skoko, justement. Et on l'a fait à base de Skoko. Ça, c'est à Gafsa, je pense. Oui, oui. Voilà. Mais nous, on fait une autre Aseda. Ils le font à base de graines de blé. Donc, c'est une Aseda qu'on fait normalement. Et ils mettent du miel. Ça, c'est à base de graines d'Alep. Et puis, on fait aussi Tomina chez nous. C'est très connu. Donc, à base de semoule, de miel et de beurre. Et elle est consommée en Algérie. Au Maroc, les familles préparent un couscous qu'ils déposent devant les mosquées pour que les fidèles installés aux abords des mosquées puissent en profiter. Même à Alger, ils faisaient ça quand on était petit. Donc, donc les gens offraient, donc ils allaient aux mosquées. Et c'est l'occasion de partager, bien sûr, d'être généreux. Bien sûr, c'est la naissance du prophète. Donc, on fait profiter tout le monde. Ceux qui sont dans le besoin, on essaie de les aider. On essaie de... c'est un moment de partage, d'absolu partage, de partage absolu. Et on doit montrer sa joie et on ne peut pas être joyeux seul. Donc, ça n'a pas de sens. On ne peut pas être heureux seul. Exact. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, bon Mouloud. Merci. Saha Mouloud comme vous aussi, Ahmed, à toute votre famille. Et puis Saha Mouloud, tous les Algériens et les musulmans dans le monde entier. Merci beaucoup, Ahmed Guirigarsen. C'était très intéressant en tout cas. C'était fort intéressant, comme à chaque fois. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc lundi prochain pour un autre thème. Merci beaucoup. Quant à nous, on va du côté de la SAFEX. Là-bas, on célèbre un autre événement, c'est le Salon international du livre d'Alger. C'est la 24e édition du SILA. On va là-bas pour retrouver Radia Boulmaali, qui est sur place en direct de la SAFEX. Voilà, et c'est tout de suite, en principe. Hein, Amel ? Oui, Soumaïa, bien sûr, le SILA continue de drainer de plus en plus de monde parmi les amoureux de littérature qui viennent s'abreuver justement ici avec une participation record cette année, pas moins de 1000 participants en matière de maisons d'édition et puis 400 auteurs sont là justement pour rencontrer le public algérien et les férus de littérature, je le disais tout à l'heure. Donc, bien sûr, c'est un SILA qui est aux couleurs de l'Afrique cette année puisqu'il coïncide avec le 50e anniversaire du festival culturel panafricain de 1969. Des témoignages vivants vont permettre de revivre cette époque, mais bien sûr, nous, on a choisi de vous faire vivre justement l'esprit panafricain avec une invitée. Il s'agit en l'occurrence de Madame Amina Bekat, bienvenue. Donc vous gérez en fait un espace littéraire et aussi un espace d'animation aux couleurs africaines que vous avez choisi vraiment de baptiser du nom d'Esprit africain. En fait, l'espace existe depuis plusieurs éditions du Panafricain. Oui, l'espace existe depuis très longtemps. On l'appelle Esprit Panaf. Oui. Ça indique bien qu'il s'agit justement de cet esprit qui nous anime depuis l'indépendance et qui nous permet de considérer l'Afrique comme notre continent. Oui. Sans faire de distinction entre le Nord et le Sud. Et justement, cet esprit Panaf, cette année, est d'autant plus renforcé que nous avons comme invité les Sénégalais qui nous honorent de leur présence et qui sont venus avec beaucoup d'écrivains prestigieux, des éditeurs connus. Et donc, nous sommes d'autant plus honorés et nous pouvons d'autant plus arriver à synthétiser en quelque sorte cet esprit Panaf qui nous anime. Très bien. Tout un stand, mesdames, messieurs, a été consacré justement à la culture sénégalaise. 4 maisons d'édition y prennent part avec pas moins de 40 auteurs. Vous pourrez les découvrir justement si vous faites un tour ici, mais vous pouvez aussi découvrir d'autres talents algériens et des auteurs justement émérites, à l'instar de celui vraiment que j'ai l'honneur de vous présenter ce matin. Il s'agit de M. Sadek Snoussi, âgé aujourd'hui de 81 ans. Exact. Bienvenue, M. Snoussi. Merci. Voilà, vous avez eu un parcours exceptionnel que vous avez tenu à partager avec les lecteurs, justement, du SILA et d'ailleurs, parce que votre ouvrage est paru d'abord en français et aussi en France, puisque vous y habitez. Oui, exact. J'ai voulu le présenter en Algérie parce que je crois qu'il peut servir comme exemple de jeunes Algériens car il montre qu'avec le travail et la volonté,
il est possible de surmonter des obstacles qui peuvent, à première vue, paraître très difficiles. Oui, justement dans cet ouvrage, vous racontez tout ce périple vraiment pas du tout facile parce que vous avez démarré à pratiquement de rien. En France, vous êtes arrivé vers les années 50, c'est bien cela? 57. 57. Oui. Et vous arrivez avec vraiment comme bagage juste la connaissance du Saint-Coran que vous avez juste appris à répéter avec vraiment le taleb de votre région, Liana. Sans plus. Sans plus. Ni grammaire, ni tafsir, ni rien d'autre. Oui, et donc vous pensiez que c'était ça la connaissance à l'origine? À l'origine, je voulais être alm au sens ancien, c'est-à-dire en linguistique arabe et en religion. Oui. Oui, voilà, vous vouliez connaître davantage les préceptes de l'islam à l'image de tous nos anciens. Oui, tout à fait. Et quand vous arrivez en France, vous découvrez tout un autre univers. Oui, j'ai découvert qu'il y a d'autres sciences. Je ne connaissais ni les mathématiques, ni la physique, ni la chimie, ni les autres sciences exactes d'ailleurs. Et donc, petit à petit, j'ai compris qu'il y a d'autres possibilités, qu'il fallait s'y adapter. Voilà, vous avez quand même eu la volonté d'apprendre des métiers. À la base, tout ce qui s'offrait à vous, c'était des métiers de bâtiment. Et vous ne pouviez pas accéder à cause de cela et de l'handicap de la langue à d'autres formations au départ. Oui, dès le départ, j'ai travaillé comme terrassier dans la rue ou comme manœuvre dans les bâtiments. Et l'hiver est venu avec pour conséquence le chômage. Oui. À cause des intempéries. Tout à fait. J'en profite pour élargir mes connaissances et je mets le paquet sur oui, l'analphabétisation. Oui, le cours d'alphabétisation. Oui. Ça m'a permis d'augmenter un peu mes connaissances en français et de me présenter à un centre de formation professionnelle pour postuler vers un métier. J'ai commencé par électricien. Après un petit... C'était voilà, des métiers justement très basiques, mais vraiment qui étaient loin de votre objectif, vraiment qui vous a amené à devenir un des plus connus, des chercheurs les plus connus du CNRS en France. Donc un centre de recherche prestigieux. Là, j'ai vraiment résumé le parcours. Oui. Pas des plus. Oui. Il y a des chercheurs qui sont beaucoup bien sûr. Il y a des prix Nobel dans cette institution. Oui, c'est un peu ça. J'ai commencé donc par acquérir un métier, celui de mon père, maçon plâtrier, dont je ne voulais absolument pas, parce que je savais qu'il était très dur. Oui. Et après, j'ai retrouvé du travail. Ce métier, je l'ai fait, ça m'a pris 5 mois ou 6 mois à le faire, dans une petite ville qui s'appelait Le Havre. Ensuite, j'ai travaillé dans cette profession pendant 18 mois. Oui. De nouveau au chômage. Et là, j'utilise la même méthode, c'est-à-dire travailler... Quand il fait froid, on étudie et on décroche progressivement le CEP, le bac, etc. J'ai tout, vous avez été j'ai tout balayé en 10 ans, depuis mon arrivée en 57. Je ne vais pas tout vous énumérer. Oui. J'ai fini mes études supérieures, c'est-à-dire j'ai ma maîtrise de physique. En 10 ans après, en 67, en passant par la Sorbonne, l'université de la Sorbonne. Voilà. C'est dire que c'est un long parcours et beaucoup de volonté, jalonné de volonté et d'abnégation qui vous a amené justement à vouloir partager cette expérience humaine à travers cet ouvrage qui est présent aussi là, du Sahara au Panthéon de la physique en France. C'est bien cela? C'est ça. Voilà, et c'est l'itinéraire justement d'un travailleur émigré. Exact. Et je voudrais ajouter un mot que jusqu'à ce que je devienne étudiant, je faisais des jours de 12 à 14 heures. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire tout sans travailler. Ça, il faut l'oublier pour les jeunes. C'est tout à votre honneur en tout cas. Ensuite, je suis devenu étudiant et c'est devenu plus décontracté.
Voilà, jusqu'à devenir quand même responsable d'un centre de recherche prestigieux. Voilà. Ensuite, j'étais engagé dans un laboratoire très très réputé. J'ai fait un DUA de physique des solides qui est aussi l'un des plus réputés de France, recruté au CNRS où je finis comme directeur de recherche. On va en parler davantage, le temps d'écouter un peu. Voilà, elle est très émue, Amina Bekat. Oui, vous qui êtes universitaire, vous qui êtes professeur, vous étiez professeur à l'université de Blida 2. Vous avez enseigné la littérature africaine dans cette institution. Oui, oui, oui. Quand vous voyez un parcours pareil, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, je trouve que c'est extraordinaire de vouloir. Comme quoi, c'est la volonté qui compte. Oui. C'est la volonté, parce qu'en 10 ans, vous dites que c'est long, mais c'est pas long pour faire ce qu'il a fait, de partir pratiquement de rien pour arriver jusqu'à être directeur de recherche au CNRS, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc quand on veut, on peut. C'est ça, oui. C'est exactement ça. En tout cas, quand on veut, on peut. Et vous aussi, vous êtes tout le temps, même au-delà de la retraite, vous avez une très belle retraite, je dirais, parce que vous continuez de baigner dans la littérature à travers cet espace, Esprit Panaf. Exactement. L'Esprit Panaf, je m'en occupe depuis 2 ans. Avant, j'étais sollicitée pour faire des interventions, des conférences, mais l'année dernière, on m'a demandé de m'en occuper. Au début, je pensais que c'était peut-être au-delà de mes possibilités, mais en fait, ça a été très, très agréable de réunir des gens connus. Et puis, j'ai fait appel aussi à tous mes amis, toutes mes amies, qui ont tous venu contribuer et qui ont fait l'année dernière. On a eu un assez beau parcours grâce à tout ça, grâce au concours de tous. Oui. Alors, cette année, la symbolique est beaucoup plus forte. Hein. Oui, la symbolique est beaucoup plus forte parce que d'abord, c'est le 50e anniversaire du Festival panafricain, du premier festival panafricain, et que nous avons la chance d'avoir avec nous Hélène Mortefi, qui a couvert le premier festival panafricain et que j'ai connu alors à l'époque, puisque je ne suis pas jeune. Et donc, elle va venir nous présenter sa vision du Panaf dans un livre qui est apparu hier déjà, l'assistance a vraiment été séduite par son récit. Et bien sûr, l'ouvrage, nous l'avons. Hein. Nous avons l'ouvrage ici, donc Alger. Alors, Hélène Mortefi, Alger, capitale de la Révolution. C'est vrai que c'était une plaque tournante pour les révolutionnaires du monde entier. Tous les révolutionnaires étaient présents. Et d'ailleurs, quand on voit le film du Festival panafricain que j'ai projeté le premier jour, le film de William Klein, défile tous les mouvements de libération. Nous étions non seulement préoccupés de notre propre libération que nous avions obtenue en 62, mais en même temps, nous étions préoccupés de la libération de tous les opprimés du continent africain. Absolument. Et c'est ça qui a fait de nous, en quelque sorte, le point une sorte de phare dans l'Afrique de l'époque. Tout à fait, tout à fait. À travers des événements comme le SILA aussi, comme le Festival panafricain, c'est vrai qu'on arrive à fédérer ces Africains qui ont beaucoup de choses en commun et on le sent à chaque fois, à chaque rencontre organisée ici même dans cet espace panafricain. Bien sûr. Alors là, je vous indique simplement ce que nous allons avoir, par exemple, le 7 novembre. Oui. J'ai pensé faire une sorte de duo entre un griot africain qui est présent et qui est très talentueux, qui va nous faire une introduction sur la littérature orale, et un meddeh algérien. Très bien. Donc nous aurons en quelque sorte ces deux voix du Nord et de l'Afrique subsaharienne également, qui vont échanger et qui montrent que la tradition orale, si elle n'est pas unique en Afrique, elle continue de persister et qu'elle nous intéresse au premier chef. Oui, voilà. Absolument. Donc, il y a aussi un modérateur qui porte un nom lourd, celui de Racine Senghor, entre autres, que vous avez choisi pour modérateur de différents espaces. Alors, Racine Senghor est venu hier. Oui. Il nous a présenté son parcours. J'étais très impressionnée parce qu'il est extrêmement brillant. Et en même temps, une personne qui l'accompagnait, une dame sénégalaise qui s'appelle Rahma, m'a dit qu'il avait lu, qu'il lisait tous les livres qui paraissaient au Sénégal parce qu'il était le correcteur en quelque sorte. Donc, nous avons là des gens de très grande qualité qui sont venus dans cette équipe du Sénégal. Et nous nous en félicitons. Oui,
Vous recevrez également Hélène Mortefi à votre tour. Tout à fait. On recevra Hélène Mortefi et à l'occasion nous projetterons encore le film du premier festival panafricain et je pourrai lui poser quelques questions sans trop vouloir l'épuiser aussi. Oui. Donc plusieurs tables rondes, plusieurs rencontres vont justement permettre cette fusion africaine et permettre de parler aussi de la continuité. Comme vous avez parlé justement des anciens griots et des Medder, vous allez le faire avec de jeunes auteurs, voilà, des auteurs un peu plus mûrs aussi. Vous allez parler de perspectives, de rupture, de tout cela, de la modernité, de la gestion des archives africaines. Non, c'est pas moi, c'est sur le stand du Sénégal qu'on parle des archives. Oui. C'est le stand du Sénégal, c'est pas dans mon espace, mais bon, ça nous concerne, hein, ça nous intéresse également. Absolument, mais quels sont les objectifs justement principaux qui sont ciblés par l'esprit PANAF? Les objectifs principaux, c'est de montrer que l'Afrique est une, qu'elle est, malgré sa diversité, malgré ses nombreuses langues. Joseph Kizerbo, qui est un historien africain, il y a très longtemps, en 1960, il dénombrait 760 langues au sud du Sahara. Que dire de toutes les langues que nous avons au nord du Sahara? Donc énormément de langues, énormément de coutumes, des pays nombreux également avec des populations nombreuses, mais quand même une unité. Oui. Une unité qui était le slogan du festival panafricain, l'Afrique est une. Très bien. On reviendra vers vous dans un tout petit moment pour donner le programme de cette journée. On va juste revenir vers Monsieur Snoussi. Monsieur Snoussi, vous êtes, malgré que bien que vous soyez éloigné de votre berceau, de l'Algérie de Liana, cette bourgade, je dirais, qui était loin de toutes les routes, de toute commodité, qui était dépourvue de tout, vous avez donné la part de Lyon à cette période de votre vie. Vous avez raconté, parce que votre premier lectorat, c'était un lectorat français, donc, qui ne connaît pas ce contexte. Écoutez, c'est exactement ça, parce qu'au début, je voulais écrire pour le public français. Oui. En disant que des Algériens comme moi, qui ont émigré, qui ont un passé algérien, sont des millions. Mais dès que je commençais à creuser, chaque fois, il y a des souvenirs qui montent à la surface. Et en même temps, je voyais l'apport qui me venait d'ici et de là, de mes parents, des ulama, même Talib Ibrahim, même s'il était presque illettré, il avait une morale, il était militant, il s'occupait de la mosquée, il s'occupait des cimetières, il s'occupait des morts. Oui. Il ne dormait pas le soir. Il y avait beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup de solidarité qui m'avait marqué pour la vie. Voilà. Et vous avez aussi raconté un peu la condition de l'émigré dans un deuxième paragraphe, une deuxième partie de votre ouvrage. Et une petite partie a été consacrée au centre de recherche. Voilà. Donc votre passé le plus lointain a pris justement de l'ampleur dans l'ouvrage que vous avez présenté en arabe aussi là. من بوابة الصحراء الجزائرية إلى محراب الفيزياء في فرنسا. À l'ENAG. Oui, à l'ENAG, tout à fait. Oui. Voilà. Donc merci en tout cas de nous avoir fait l'honneur d'être présent avant votre voyage pour Biskra, parce que vous allez quand même rendre visite à Liana et à Biskra, c'est bien cela? Oui. Très bien. Écoutez, moi aussi je vous remercie, je remercie tous les auditeurs. Oui, moi je voudrais juste souligner que vous étiez très ami avec un prix Nobel de la paix qui a préfacé cet ouvrage, de physique et non pas de la paix. On est toujours impressionné par le prix Nobel de la paix. Et donc voilà, c'était Albert Frey, donc prix Nobel de physique en 2007. Il a préfacé votre ouvrage, lui qui a été témoin de votre progression, je dirais, vers la connaissance depuis justement les premiers cours d'alphabétisation. Je peux ajouter un mot? J'ai été ami avec quelqu'un qui s'appelle Ahmed Jabbar, qui est historien des mathématiques arabo-musulmanes, qui m'a invité quand il était ministre de l'Éducation nationale pour donner une conférence à l'UNITA, c'est ça? C'est les cadres scientifiques de l'armée. Donc j'ai des relations comme ça, de vieilles relations. Avec des mathématiciens comme vous. Avec des mathématiciens. Voilà, et des scientifiques un peu comme vous. Et voilà, qui ont tenu aussi à témoigner de ce parcours exceptionnel, donc dans cet ouvrage, voilà, par le biais de la préface, entre autres. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Monsieur Sadegh Snoussi. On souhaite beaucoup de chance pour l'ouvrage. Je pense que Monsieur Snoussi, à mesure que nous avançons en âge, je connais cela, nous avons le souci de transmettre.
et M. Snoussi veut transmettre ce message, c'est-à-dire avec la volonté, on peut arriver à tout faire. Donc ce parcours magnifique est un message d'espoir pour tous les jeunes qui quelquefois désespèrent. Donc je comprends parfaitement, je trouve que c'est extraordinaire. Écoutez, moi, la chose qui m'a le plus fait plaisir, qui m'a le plus fait plaisir au salon, quand je suis passé le 31 pour les dédicaces, c'est de voir cette jeunesse et beaucoup de femmes qui étaient avec un dynamisme absolu. Ça m'a fait un plaisir fou. Très bien. Tout à fait. Voilà. Très bien. En tout cas, bonne chance et bon vent pour l'ouvrage. J'espère qu'il connaîtra un franc succès. Merci Amina Bekat. On peut donner les rendez-vous rapidement d'aujourd'hui? Aujourd'hui, ça sera demain, c'est-à-dire. Alors aujourd'hui, alors le 4 novembre, nous avons le cinquantenaire du premier festival panafricain d'Alger. 1969, nous allons aussi parler du théâtre en Afrique et nous allons en profiter pour faire un hommage à Abdelkader Alloula. Excellent. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il a été très important pour nous. Il est tombé sous les balles des terroristes, mais ce sera demain. Demain, vous ne connaissez pas Alloula? Abdelkader Alloula. Ce sera aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, le 4 novembre. Et demain, encore un hommage à Kateb Yassine. Hommage à Kateb Yassine, l'Africain. Donc il y aura des lectures de passages de Kateb Yassine où, en quelque sorte, il montre comment l'Algérie est intégrée au continent africain. Donc nous avons le souci de garder le souvenir de nos aînés et de garder le souvenir de tout ce qu'ils nous ont laissé et de tout ce qu'ils ont traversé. Grâce à eux, nous sommes où nous en sommes actuellement. Merci, c'est avec ces belles paroles que nous allons clore cette rencontre. Je vous retrouverai dès demain, Soumeya, donc avec le meilleur, justement, un petit extrait encore de ce qui se déroule au niveau du SILA, Salon international du livre, dans son édition, 24e édition 2019. Ça se déroule à la SAFEX, si vous ne le savez pas encore. Allez, à demain. Voilà, c'était Radia Boulmali en direct de la SAFEX pour la 24e édition du Salon international du livre d'Alger. Et on va les accueillir tout de suite, nos rubricardes. Elles sont belles, elles sont fraîches, elles sont jeunes. Il s'agit de Mounia Witis d'un côté. Bonjour. Pour sa rubrique Mère et Enfants. Bonjour Mounia, bienvenue à vous. Merci. Farah Hamadej qui vient de rejoindre l'équipe du Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Ah ben voilà, c'est normal. Nous sommes ravis en tout cas de vous avoir ce matin parmi nous. Et à partir d'aujourd'hui, ça sera tous les lundis pour donner le rendez-vous. Donc tous les lundis matins pour votre rubrique consommation et vie pratique. Voilà, et puis la rubrique santé, Widad Agabi est là. Bonjour Widad. Bonjour à tous. Comment ça va bien? Ça va, merci. Ah ben tant mieux. Voilà, on va commencer avec Mounia Witis. Oui. Et dans votre rubrique Mère et Enfants, aujourd'hui, vous avez choisi de parler de fausses routes chez bébé. Ça, chez bébé, chez les adultes, c'est pas à vous d'en parler. Bon, chez les adultes, bon, on peut se débrouiller, ça va. Tout seul, pas toujours. Pas toujours. Mais les manœuvres à faire avec un adulte et un enfant ne sont pas les mêmes. Mais tout de suite après ceci. Alors, Mounia, un bébé peut faire donc une fausse route. Cela arrive quand un aliment ou un liquide se trompe de chemin et passe par les voies respiratoires. Cette fausse route peut entraîner une suffocation, de courte durée, mais si le corps étranger bloque totalement le larynx ou la trachée, l'asphyxie intervient ou survient plutôt, et c'est là où réside le danger, Mounia Witis. Exactement. Donc le principe c'est que l'aliment fasse une fausse route, voilà, qui prenne le mauvais chemin. Donc on va d'abord voir un petit schéma pour comprendre l'anatomie, comment que ça se passe, comment que c'est... On va voir ça en image. En image, exactement. Donc, un schéma, c'est un peu ça le principe en même temps. Oui, exactement. On va voir le schéma, le voici, le voilà. Donc on voit bien les voies respiratoires qui sont devant et par là où passe la nourriture qui est derrière. Donc en général, quand on fait une fausse route, c'est que ça passe par les voies respiratoires.
Je crois que c'est assez clair. Se trompe de chemin. Voilà, ils se trompent de chemin. Donc, ça peut être des aliments, ça peut être des liquides, comme ça peut être des petits jouets. Donc, il faut faire très attention. Aux jouets. Aux jouets, surtout les petits jouets. Il faut faire très attention quand on achète les jouets. Et même quand on a encore les jouets, il faut toujours faire attention s'il n'est pas cassé, s'il n'y a pas un petit bout qui est tombé, qui risque d'être inhalé ou avalé. Donc, même s'il est avalé, c'est très dangereux ensuite. Donc, oui. C'est la fausse route. Enfin. Donc, il y a des gestes à faire et des gestes à éviter. Bien sûr. Il y a, premièrement, pour les enfants, pour les bébés. Parce que ce n'est pas la même manœuvre pour un bébé de moins de 1 an, c'est ça? Et pour un bébé de plus d'1 an. Et pour un nourrisson aussi, c'est pas du tout pareil. Voilà, pour un nourrisson, c'est pas pareil. Donc, moins d'1 an, c'est pas du tout la même manœuvre. Nous, tout le monde connaît la manœuvre de... Alors, la manœuvre s'appelle la manœuvre d'Emlich, c'est ça. C'est ça. Où on prend une personne et puis on fait une compression sur l'abdomen qui fait que l'objet qui... Il y en a en train de voir ça en image. En image, en haut, c'est pour les adultes. Et en bas, c'est pour bébé. Et en bas, c'est pour bébé. Et la manœuvre s'appelle Mofanson, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, le principe, c'est de prendre bébé, de mettre la main sur le visage de bébé, de le retourner, de le pencher un peu vers le bas et de donner 5 tapes entre les deux omoplates. Voilà, exactement. On peut s'aider par la cuisse. Voilà, on peut s'aider par la cuisse et puis on donne les 5 tapes, n'est-ce pas? Entre les deux omoplates. Entre les deux omoplates. Exactement, oui. Tout simplement pour essayer de dégager l'objet qui provoque la suffocation, ou alors le liquide, parce que ça peut être un liquide, c'est pas forcément un jouet ou un légume ou un objet, ça peut être aussi un liquide. Et ça m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. D'accord. Donc voilà. Et justement, bébé ne réagit pas comme un adulte. Le bébé ne réagit pas forcément comme un adulte. Il ne tousse pas forcément après une suffocation. Il peut être très agité. Ouais. Donc les premiers signes, c'est surtout... moi, les signes que j'ai vus... Bon, je vais parler de mon expérience. Parce que ça vous est arrivé. Voilà, ça m'est arrivé. Les signes que j'ai vus, c'était les lèvres de ma fille qui sont devenues bleues. Donc elle était vraiment complètement bouchée. C'est le cas de le dire. Donc à ce moment-là, on a fait la petite manœuvre de Mofanson. Donc, ils ne toussent pas forcément, ils ne peuvent pas parler, mais en général, ils sont agités, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Ou alors, ils peuvent devenir pâles. Voilà, ils peuvent avoir les extrémités des mains et des pieds, des lèvres qui deviennent donc bleues, peuvent rester immobiles. Oui. Ou être agités, justement. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut regarder bébé pour savoir... Voilà, il faut toujours les avoir sous les yeux, les enfants, parce que quand ça ne fait pas de bruit... Vous ne les lâchez pas des yeux. Il ne faut pas les lâcher des yeux. C'est quand vous les entendez plus, vous pouvez vous inquiéter là. Parce qu'un enfant, ça fait du bruit, ça bouge tout le temps. Donc au moment où il se calme, il faut se poser des questions. Voilà, exactement. Donc si la jamais les laisser sans surveillance, justement. Exactement. Ça vous est déjà arrivé, Farah? Oui, malheureusement. Pourtant, il était un petit peu plus âgé quand même. Il avait 4 ans, mais je sais pas, il mangeait un bonbon et puis voilà. C'est passé de travers et ça fait fausse route. Voilà. Heureusement que j'étais à côté, comme elle disait Mounia. Donc même chose, je l'ai retourné, je l'ai mis sur la cuisse, j'ai tapoté jusqu'à ce qu'il recrache. C'est ça. Voilà. Grosse frayeur, quoi. Je ne le souhaite à personne. Grosse frayeur. Oui. Il faut avoir du sang-froid. Ah oui, c'est clair. Moi, j'ai pas eu ça dans mon entourage, mais par contre, si je voudrais rajouter un petit détail, en fait, il faut pas paniquer déjà, ça c'est très important. Quand on est dans une situation pareille, il faut garder le calme, bien observer son bébé. Parce qu'il existe 2 situations, soit c'est une obstruction totale, soit c'est une obstruction partielle. Et là, la symptomatologie, elle est différente. C'est pour ça Mounia avait parlé de sang-froid, justement. Garder son sang-froid, c'est le plus rester calme, justement. Et c'est-à-dire comprendre on est dans quelle situation, parce que la prise en charge est différente, c'est-à-dire les réflexes sont différents. Quand c'est partiel, là le bébé, on entend déjà sa voix, on le voit tousser parfois, donc déjà on est dans le partiel. Au début, il faut laisser le mécanisme naturel se faire. Donc, on va le laisser tousser. Et ensuite, si on voit que ça ne passe pas, là, on va l'aider. Exactement. Passer aux manœuvres. Exactement. Et je ne sais pas si c'est juste, je vais vous donner les conseils qu'on m'a donnés et les conseils que j'ai. C'est si l'objet qui obstrue la respiration, on va dire, s'il est apparent, on peut essayer de l'enlever avec les doigts. S'il n'est pas apparent, vaut mieux éviter. Oui. Parce qu'on risque de l'enfoncer encore plus loin. Voilà.
Et puis on dit qu'il ne faut pas allonger un bébé ou un enfant qui a fait une fausse route. Exactement. Par contre, ça, je ne sais pas pourquoi. En fait, parce que si on va allonger le bébé ou si on va faire ce que tout le monde fait, prendre le bébé par les pieds, ça, on pourra déplacer le corps étranger. Parce que au début, il est dans la trachée, mais par contre, après, il peut descendre vers les branches. Là, il faut éviter de faire ça. Ça deviendra plus grave. Oui. On va l'asphyxier définitivement. Exactement. Et ça, c'est le danger, justement. Donc, il faut le garder un petit peu assis au début pour lui permettre peut-être de respirer. D'abord, comprendre la situation. Si on est devant l'obstruction complète, totale, là, il faut agir rapidement. Il faut passer aux manœuvres. Voilà. C'est très important parce que c'est une question de secondes. Voilà. Donc passer d'abord, on observe, voilà. Si c'est une partielle, donc on attend que l'enfant essaye de se débrouiller tout seul, tout simplement. Et si c'est pas le cas, donc on va aider bébé avec la manœuvre de Mofenson et qu'on a vu en image, et on peut aussi utiliser, si ça ne marche pas, on retourne bébé et puis on peut aussi faire la manœuvre, pas vraiment la manœuvre d'Heimlich avec un bébé, mais l'équivalent pour un bébé qui est de le retourner toujours dans la même position sur la cuisse, tête vers le bas, et d'essayer de faire une compression thoracique. Voilà. Exactement. Oui. Et pour un enfant, évacuer l'objet. Exactement. Pour un enfant plus âgé, c'est la manœuvre. Bon, la première manœuvre, les 5 étapes sur le dos, et ensuite la manœuvre d'Heimlich avec un enfant de plus de 1 an. Et il faut, en général, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait consulter après. Après l'accident, on ne sait jamais, il pourrait y avoir un objet qui s'est logé dans les branches, il pourrait y avoir une infection, donc vaut mieux aller consulter, aller à l'hôpital le plus tôt possible. Quand est-ce qu'il faut faire une trachéotomie? Trachéotomie, c'est un geste médical, c'est à l'hôpital, oui. Quand le bébé... Est-ce que ça intervient suite à une fausse route? Non, je crois pas. Non. Si, quand le malade, le bébé fait une fausse route. Oui. Est-ce qu'en l'emmenant à l'hôpital, si c'est très grave, est-ce qu'on procède déjà, ça dépend l'objet où est-ce qu'il est. Si par exemple il est un petit peu plus bas, si on fait la trachéotomie, c'est inefficace, ça change rien. Non, il faut justement quand on est à l'hôpital, c'est d'aller extraire ce corps étranger. Mais c'est une question de secondes, de minutes. On n'a pas le temps de faire une trachéotomie parce que c'est quand même une chirurgie, c'est une ouverture ici dans voilà, exactement, pour que l'air passe. Pour que l'air passe. Donc il faudrait que ça soit bouché plus haut. Il faut que ça soit bouché plus haut pour que ça marche ici. Voilà. Si c'est bouché plus bas, ici ça ne va rien changer. Ça ne marche pas, oui. Ça ne marche pas, c'est pas le... Comment procéder? En général, on fait une trachéotomie pour une personne qui est dans le coma ou qui est hospitalisée ou dans des situations... On fait ça quand on a une obstruction des voies aériennes supérieures. Quand on ne respire pas. Quand on ne respire pas et que l'obstacle il est haut situé. Donc, comme les situations, il y a certaines allergies, par exemple, quand on a l'œdème qui va obstruer. L'œdème de Quick. Voilà, exactement, l'œdème de Quick, exactement. Donc là, on utilise la trachéotomie. La trachéotomie. Donc voilà, il faut aller consulter. Donc on répète, donc quand un objet est, quand on a un enfant qui fait une fausse route, donc premièrement, si l'objet est apparent, on essaie de l'enlever avec les doigts. S'il n'est pas apparent, on n'y touche pas parce qu'on risque de l'enfoncer encore plus. On ne prend pas l'enfant par les pieds. On ne prend pas l'enfant par le pied, on ne l'allonge pas. Voilà. En essayant de... On ne l'allonge pas non plus, exactement. Et puis on commence par la manœuvre de Mofenson, donc retourner légèrement vers le bas. Tapoter un petit peu. Tapoter entre les omoplates 5 tapes, sinon on retourne. Et puis voilà. Et puis un enfant un bébé de plus de 1 an, on peut utiliser la manœuvre d'Heimlich. Voilà, qui est beaucoup plus... On peut aussi alterner entre les deux manœuvres, la manœuvre du bébé sur la cuisse, donc... voilà. Ensuite, faire la compression thoracique 5 fois. 5 fois dans le dos, 5 fois sur le thorax, et alterner entre les deux, jusqu'à ce que l'objet va Mais dans tous les cas, on consulte. Dans tous les cas, il faut consulter. Donc tout de suite après ça, même si, il faut consulter. Même s'il y a, parce qu'il y a deux situations. Soit le bébé il va expulser ce corps étranger, soit le corps étranger il va partir dans les branches distales. Et là, c'est une situation encore qui est complexe. Voilà, parce que ça va provoquer des infections. Certains parents ne consultent pas et par la suite, le bébé commencera à faire de la fièvre et la situation va s'aggraver. Donc il faut toujours consulter. Voilà. On a fini, Monia Vitus? Oui, on a fini. On a dit l'essentiel. Donc comme ça, on prévient les mamans, on prévient les papas aussi. Bien sûr. Parce que
Pour mon cas, c'était papa qui avait plus de sang-froid que maman. Et ben voilà. Le plus important, c'est que bébé soit en bonne santé, aille mieux. Voilà. Qu'on arrive à le secourir. C'était laquelle des deux, Katia ou... C'était Katia. C'était Katia qui fait plus de bêtises que le... C'est chacune son tour. Une semaine, c'est une qui fait des bêtises, une semaine, c'est l'autre. Mais tu amènes à la race, non, il ne faut pas chercher à comprendre. Et ce sont des jumelles, mesdames, messieurs. Pas évident. Oui, mais ça va. C'est beaucoup plus de bonheur que de Ça fait beaucoup bêtises. plus de travail qu'un seul. Oui, deux à la fois. C'est clair, c'est double. Mais c'est aussi doublement... Enfin, c'est que du bonheur. C'est que du... Enfin, une double dose de bonheur. Voilà, j'ai perdu mes mots. Voilà. Parce que vous êtes ému, c'est normal, c'est l'émotion. Voilà. Parler de ses enfants, c'est pas toujours évident. Oui. Ça fait bien. Oui. Et voilà, Mounia est émue. On va passer à Gabi, qui est là pour parler non pas de la fausse route ce matin, mais pour parler de l'accident vasculaire cérébral. Et vous avez décidé de commencer par le commencement. L'accident ischémique est un accident vasculaire cérébral, mais transitoire. On va en parler, qui peut durer de quelques minutes jusqu'à 1 heure. Cela reste un signe d'alerte. Souvent, il n'y a pas de douleur lors des accidents vasculaires cérébraux. Donc, les signes de l'accident ischémique transitoire sont les mêmes que ceux de l'AVC. Et perte de force d'un côté, perte de la vision d'un œil très brutal. Ça, vous en avez parlé la semaine dernière. Trouble du langage très transitoire. Ces signes restent très importants pour, j'allais dire, ce sont des symptômes à reconnaître rapidement pour éviter justement un accident cérébral constitué qui, d'un AIT, ça se transforme forcément en AVC si on n'intervient pas rapidement. N'est-ce pas, Widada Gabi? Effectivement. Donc, la semaine passée, on avait déjà parlé de l'AVC. On a défini l'AVC. On a parlé de l'AVC artériel et ses deux types, l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Et on a dit que l'AVC ischémique est plus fréquent que l'AVC hémorragique. Par contre, l'AVC hémorragique est plus grave qu'un AVC ischémique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des signes avant-coureurs pour l'AVC ischémique. C'est l'AIT, l'accident ischémique transitoire, qui est en fait une obstruction ou un caillot qui va boucher une artère cérébrale, mais cette fois-ci, c'est pas comme l'AVC constitué, c'est pas totalement, et le caillot va se déplacer. C'est-à-dire, dans l'AIT, on a un caillot qui va boucher une artère, mais qui va tout de suite, cette artère tout de suite va se déboucher spontanément. D'accord. C'est-à-dire sans intervenir, sans intervention de médecin ou de médicaments, c'est l'organisme lui seul qui va aller dissoudre ce caillot. D'accord. Donc cet AIT, il est important. C'est important de parler de ça parce que on a remarqué que les gens qui ont fait un AIT, ils vont négliger, et par la suite ils vont faire l'AVC constitué. Donc, il peut se manifester... C'est une suite logique, Widada Gabi? Il y a un pourcentage, dans la littérature, ils disent que c'est dans 15% des cas. Nous, on en a vu beaucoup de malades. Dans la littérature médicale. Oui, dans la littérature médicale, ils disent dans 15% des cas, mais nous, on a eu beaucoup de cas qui ont fait des AIT et qui se sont compliqués par la suite d'AVC. On est en train de voir ça en image? Justement. Donc, pourquoi on parle de ça? Il y a des signes qu'on doit c'est-à-dire reconnaître. Ce sont des symptômes. Des symptômes, voilà. Ça peut être une paralysie d'un bras, une paralysie d'une jambe. C'est comme les symptômes d'un AVC constitué. Sauf que la différence, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la durée. C'est que l'AIT ne dure pas très longtemps, entre quelques secondes à 1 heure. Et par la suite, la personne va récupérer complètement. Donc, il faut aller consulter en urgence quand on a un AIT parce qu'on va faire un AVC. Comment le reconnaître? Comment le reconnaître, l'AVC ou l'AIT? L'AIT pour commencer. Donc l'AIT, c'est les mêmes symptômes qu'un AVC. On a dit que c'est une paralysie soit d'un bras, soit d'une jambe, des troubles du langage, c'est-à-dire une perte le patient va devenir aphasique, il va plus pouvoir parler, une paralysie faciale, une paralysie de la face, du visage, une asymétrie au niveau du visage, perte de la vue d'un côté, perte de la vue, et c'est des symptômes qui vont survenir brutalement. Même perte de l'équilibre, perte de la sensibilité d'un côté dans le corps, confusion et même un malaise. Donc
tous ces signes-là doivent attirer notre attention. C'est des signes d'alerte, c'est des signes d'alarme. Le cerveau est en train de nous dire que voilà, je vais faire un AVC dans les quelques heures qui suivent ou les quelques jours qui suivent. Donc il faut consulter justement. Et les signes d'un AVC, c'est les mêmes d'un AIT. Donc ça peut être soit la moitié d'un corps qui est paralysé, ou bien juste le bras ou la jambe, ou bien juste la face qui est paralysée. Et là, il y a des gestes à faire, enfin des réflexes à faire pour reconnaître un AIT ou un AVC. C'est justement demander à la personne, par exemple, de sourire. Là, on remarquera la symétrie, ou bien demander à la personne de soulever un bras, les deux bras, et là, on remarquera qu'un bras tombe par rapport à l'autre, ou bien les deux jambes. On est en train de voir en image donc, comment reconnaître un AVC. Justement, c'est ça, oui. Vous voyez la bouche qui tombe. Là, on a une asymétrie au niveau du visage. Donc, un côté qui tombe par rapport à l'autre. Un bras paralysé. On peut demander à la personne de sourire. Et là, on va remarquer tout de suite qu'un côté est différent de l'autre. Donc, c'est comme ça qu'il faut agir. Ce sont les réflexes qu'il faut avoir pour quand le malade est conscient. Sauver une personne, carrément. Oui. Quand le malade est conscient, là, on va constater rapidement les signes. On va savoir que le malade il est en train de faire soit un AIT, soit un AVC. Rapidement le prendre aux urgences. Mais si la personne elle est inconsciente, il y a les gestes de secours qu'on peut faire, comme libérer les voies aériennes. Ça veut dire si la personne elle porte une chemise, ouvrir la chemise, desserrer une cravate. S'il y a un foulard, essayer d'enlever le foulard. Mettre la personne en position latérale de sécurité, qui est le décubitus dorsal, le décubitus latéral gauche, sur le côté gauche. D'accord. Et tous ces manœuvres-là peuvent sauver la personne et appeler rapidement les urgences, c'est-à-dire les secours pour venir prendre le malade aux urgences. Par contre, si la victime est consciente, donc on peut procéder à quelques questions simples peut-être à poser, comme lui demander de sourire. Voilà, et de soulever, on a dit tout à l'heure de soulever les deux bras, et on va remarquer qu'un côté est paralysé par rapport à l'autre. Répéter des phrases simples. Il y a des fois, même la personne, elle peut parler, mais ça sera un discours incompréhensible. Ça veut dire c'est des mots, on dit la personne, elle jargonne. C'est un discours incohérent. Voilà. Un trouble du langage. Trouble du langage. Même trouble de la vision, ou même parfois, même si la personne peut voir, il y a une amputation d'un côté du champ visuel. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas voir d'un côté. Même elle peut voir le côté qui n'est pas atteint, mais qui est atteint, elle ne peut pas voir. D'accord. Quels sont les conseils pour éviter un AVC, justement. Donc, en médecine, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Donc, il y a les facteurs de risque de l'AVC. Et là, ce sont l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, l'obésité, la sédentarité. Tous ces facteurs-là, il faut lutter contre ces facteurs, justement, par rapport aux diabétiques et aux hypertendus. C'est très important de prendre le médicament, de consulter son médecin chaque 3 mois, de faire le bilan nécessaire, de ne pas rater les prises de traitement, quelles que soient les raisons, et de suivre le régime adapté pour l'hypertension artérielle qui est une alimentation moins pauvre en sel. Voilà, exactement. Et pour les diabétiques, éviter pauvre en sucre. Pauvre en sucre. L'idéal, c'est pour tout le monde, même les gens non diabétiques et non hypertendus. Mais j'insiste pour ces gens-là parce qu'ils sont plus à risque. Et éviter la sédentarité, faire une activité sportive, au moins la marche. Il faut dire qu'à partir de 40 ans, il faut penser à réduire ces deux aliments, donc les deux blancs, le sucre et le sel. Ça fait des ravages sur la santé. Oui, justement. Et d'ailleurs, la majorité des maladies, c'est à cause de l'alimentation. Elle va nous dire tout à l'heure. On va revenir à ça. Farah, elle va en parler justement dans un petit moment. Et puis donc, c'est adopter de saines habitudes de vie. C'est un peu le conseil que vous donnez ce matin. Ne pas fumer. Ne pas fumer. Les mesures hygiéno-diététiques. Arrêter de fumer, faire une activité sportive, faire de la marche minimum 3 fois par semaine pendant 30 minutes. Une activité physique régulière. Ah oui, il faut faire ça tout le temps. Et justement, l'alimentation, consulter, prendre son traitement, bien s'hydrater, c'est très important, surtout pour les personnes âgées, parce qu'on va permettre de ne pas éviter la formation des caillots sanguins. Donc, il faut toujours s'hydrater, il faut toujours bouger. Et après un AVC, combien de temps,
combien de temps après un AVC on reprend toutes ses capacités, on va dire, entre parenthèses? Est-ce qu'on peut reprendre la conduite? Est-ce qu'on peut reprendre une vie normale après un AVC? Et ça passe par la rééducation, peut-être. Justement. Donc, en fait, ça diffère d'une personne à une autre et ça diffère de la sévérité de l'AVC. Ça dépend de la zone dans le cerveau qui est atteinte. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut, après un AVC, après la prise en charge médicale et tout, il faut commencer précocement la rééducation dès que l'état de patient le permettra, et il faut continuer à la maison. Donc l'entourage, la famille, il faut continuer à ramener le kinésithérapeute à la maison ou à emmener le patient chez le kinésithérapeute. Ça consiste en quoi, une rééducation pour, en fait, c'est des exercices physiques. Malade atteint d'AVC, justement. Justement, c'est des exercices physiques que le patient, enfin que le kinésithérapeute va faire au patient et que la famille vont continuer à faire à la maison pour le patient. C'est tous les jours que les exercices doivent se faire. Et en fait, il faut encourager le patient. C'est la volonté du patient pour reprendre qui va l'aider beaucoup pour récupérer ses fonctions, et surtout les fonctions motrices, le langage par exemple avec l'orthophoniste. On peut aller chez l'orthophoniste qui va aider la personne à récupérer le langage. C'est très important, et on a dit la dernière fois, Soumeya, que c'était la première cause d'handicap chez l'adulte. Donc c'est quand même dramatique. Il y a chaque 5 secondes dans le monde, une personne fait un AVC. Donc il faut... C'est énorme. C'est énorme. Et c'est ce pourquoi vous vous êtes intéressé à l'accident vasculaire cérébral ce matin. Merci beaucoup, Widad Agapi. C'était fort intéressant. Vous avez parlé d'alimentation adoptée, de saines habitudes de vie, telles que l'alimentation pauvre en sel et en sucre. Et Farah est là ce matin. Farah Hamadej, bienvenue à vous. Merci beaucoup, Soumeya. Vous lancez à partir d'aujourd'hui donc cette rubrique consommation et vie privée. Nous allons parler d'aliments pratiques. C'est pas grave. Voilà. Privé, on va garder ça pour nous. On va garder ça pour nous, effectivement. Voilà, donc consommation et vie pratique. Oui. Nous allons parler d'aliments indispensables au bon fonctionnement de notre corps avec vous, mais qui peuvent donc devenir nocifs pour notre santé en cas de consommation excessive. Il s'agit du sucre et du gras. Oui. Des aliments que les industriels utilisent énormément pour donner plus de goût à leurs produits et qui sont responsables du diabète d'un côté, de différents types de cancers et de maladies cardiovasculaires. Pour se préserver et choisir des produits moins gras et moins sucrés, il existe l'étiquetage nutritionnel qui est obligatoire pour les industriels en Algérie depuis 2017. Nous allons commencer par le commencement, Farah. Tout d'abord, c'est quoi l'étiquetage nutritionnel? Alors, tout simplement, l'étiquetage nutritionnel, ce sont les informations nutritives et qui sont relatives aux produits qu'on trouve sur les côtés de l'emballage. Généralement, côté face, on a la marque, etc. Et sur les côtés, on a donc ces informations nutritionnelles, donc l'étiquetage nutritionnel. Alors, on trouve 3 parties. On trouve d'abord la liste des ingrédients. On trouve ensuite le tableau des valeurs nutritionnelles et enfin on trouve le tableau des valeurs énergétiques. Alors souvent l'étiquetage nutritionnel il nous donne des références par rapport à une quantité de 100 grammes, c'est la quantité référence on va dire, c'est 100 grammes ou 100 millilitres lorsqu'il s'agit d'une boisson. Et parfois, on trouve aussi comme référence la portion, voilà, ce qu'on est en train de voir. Et parfois, on trouve aussi la portion, qui est aussi une référence aussi importante. Parce que par exemple, lorsqu'on parle d'une boisson ou d'un jus, généralement, on prend un verre. Et un verre, c'est 200 à 250 millilitres. Et donc, cette notion de portion, elle est importante. On va le voir tout à l'heure. D'accord. Alors, quand on va faire ses courses et qu'on va acheter des produits alimentaires, à quoi doit-on faire attention pour choisir un produit sain pour notre santé, pour nous et pour nos enfants, justement? Alors justement, en ce qui concerne l'étiquetage nutritionnel, alors il faut savoir qu'il n'est pas là juste pour faire joli sur l'emballage. Il a une vraie fonction d'information et de prévention pour le consommateur parce qu'il nous aide à acheter tout en sachant ce qu'il y a dedans, à bien choisir et à préserver notre santé. D'ailleurs, une étude espagnole a récemment démontré que les personnes qui prenaient le temps de lire les étiquettes nutritionnelles, elles étaient plus minces que les autres. Et que cette différence de poids, cette différence de poids, elle pouvait atteindre 4 kilos pour les femmes. Donc c'est la preuve que lorsqu'on fait attention à ce qu'on mange, notre santé s'en ressent. Encore faut-il, comme vous l'aviez dit, décrypter ces étiquettes. Donc on va vous donner un petit peu quelques clés pour comprendre tout ça. Première chose, on a la liste des ingrédients. Il faut savoir qu'ils ne sont pas inscrits par hasard, ils sont classés par ordre décroissant. C'est-à-dire du produit, voilà, c'est ce qu'on voit.
du produit, la liste des ingrédients, ça c'est pas la liste des ingrédients. Il y a, je crois, l'autre image, on va voir. Donc ils sont classés par ordre décroissant, donc de l'aliment le plus présent dans le produit, en plus grande quantité, à celui qui est le moins. Ouais. Donc par exemple, si vous achetez un paquet de biscuits que vous voyez que le premier ingrédient sur la liste c'est le sucre, ça veut dire au lieu de la farine, ce serait plus logique, ça veut dire que ce gâteau n'est pas bon, il faut éviter. D'accord. Et puis ça nous pas bon pour la santé. Exactement, donc ça peut pas être bon, hein. Biscuit pain de sucre, elles sont où les saveurs? Donc là, du premier coup, on peut savoir si le produit il est sain ou pas. Et on peut aussi savoir si le produit il est de qualité ou pas. Par exemple, un exemple tout simple que j'ai remarqué, on en parlait tout à l'heure avec Mounia, les sticks de mayonnaise qu'on nous donne dans les fast-food ici, si on prend la liste, enfin j'avais consulté la liste des ingrédients, le premier ingrédient pour cette mayonnaise industrielle, c'était de l'eau. Deuxième ingrédient, c'était de l'huile. Alors que tout le monde sait qu'une bonne mayonnaise, c'est d'abord des jaunes d'œufs, de l'huile, de la moutarde. Il n'y en avait pas. Donc si quelqu'un prend ce genre de produit, il voit qu'il n'y a que une émulsion d'eau et d'huile, c'est clair qu'elle n'est pas bonne, ni pour la santé, ni pour le goût. Donc on laisse tomber. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces ingrédients, voir ce qu'il y a dedans, pour pouvoir choisir. Quand on voit que ce n'est pas le produit d'emblée de mauvaise qualité, on laisse tomber. Pour pouvoir faire le tri. Pour faire le tri, exactement. Deuxième point, en plus de la liste des ingrédients et le classement des ingrédients, on a aussi la longueur de la liste. Parce qu'un produit simple, avec une liste d'ingrédients qui est très longue aussi, ça veut dire que c'est pas bon, il n'est pas de bonne qualité, parce que ça veut dire que non seulement il y a beaucoup d'additifs, et qu'il y a aussi des ingrédients superflus, parce que parfois les industriels, pour réduire les coûts de production d'un produit, ils rajoutent des ingrédients qui n'ont rien à voir avec la recette originelle, et pour fabriquer plus de quantité et que ça leur coûte moins cher, donc ils gagnent plus à vendre. Donc il faut voir, lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui n'ont rien à voir avec la préparation, on laisse tomber. Il suffit aussi de se poser la question. Si je prépare ce produit à la maison, est-ce que je vais mettre tout ça dedans? Si on voit qu'il y a plein d'ingrédients qui n'ont rien à voir là, on laisse tomber, on ne prend pas. Donc tout ça, ça nous permet, comme je vous ai dit, un petit peu de faire le tri entre les produits. Exactement. Et voilà. Mais parfois, les ingrédients ne sont pas clairement mentionnés. C'est le cas pour le sucre, justement. Comment le reconnaître? Alors justement, pour le sucre, c'est le cas en ce qui concerne le sucre, parce qu'on sait qu'il y a une chasse au sucre. Tous les nutritionnistes nous disent de faire attention au sucre. Et donc les industriels, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent un petit peu sur les mots en mettant du sucre, mais sous d'autres appellations, en utilisant des dérivés du sucre. Alors on trouve, par exemple, pour les reconnaître, on trouve du maltose, qui est extrait du malt, on trouve du lactose, extrait du lait, on trouve dextrose, fructose, galactose, et on les reconnaît tous avec la terminaison ose, qui veut dire sucre. Et ce qu'il faut savoir, par exemple, le saccharose, c'est le sucre blanc, qu'on utilise tous à la maison. Donc quand on lit saccharose, on se dit que c'est le sucre classique, le sucre blanc qu'on utilise à la maison. Mais en plus du sucre, ils utilisent aussi des dérivés du sucre, comme les sirops par exemple, qui ont aussi un pouvoir sucrant. On a le sirop de malt, de riz, de canne. On a le sirop de maïs, aussi appelé sirop de glucofructose. Donc quand on lit ça, c'est du sucre. On reste toujours dans le sucre. On a vu les sirops, le sucre classique, mais on a aussi les extraits de sucre, comme on trouve par exemple la dextrine, qu'on obtient en chauffant l'amidon. C'est une sorte d'extrait, c'est du sucre. Et donc c'est en chauffant l'amidon, et d'ailleurs c'est ce qu'on trouve sur la croûte du pain. C'est pour ça qu'elle est un petit peu dorée, caramélisée, qu'il y a cette odeur. En fait, c'est du sucre. Avec la chaleur, etc., il se transforme donc en maltose. On trouve aussi le dextrane, c'est du sucre. La maltodextrine, pardon, qui est extraite du blé. Et on trouve même de l'extrait de sucre, mais en fait qui est extrait de la pomme de terre. C'est pour vous dire que tout ça, quand vous lisez tout ça c'est du sucre. Donc il ne faut pas qu'en lisant ça, on va se dire oh, c'est un produit, qu'ils ont rajouté un additif. Non, non, c'est du sucre. Donc il faut faire attention à tout ça. Voilà, en plus de la liste des ingrédients, il y a aussi la valeur nutritionnelle du produit. Comment interpréter le tableau? On est en train de voir exactement. Ça. Alors celui-là, on le voit, il est beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus simple et plus clair à interpréter, puisqu'il contient 5 références, 5 mentions qui sont obligatoires pour les industriels. Nous avons, comme on l'a vu, les protéines, les glucides, donc les sucres, les lipides, les fibres, on trouve aussi les sels minéraux et les vitamines. Alors elles sont mentionnées en grammes ou en microgrammes lorsqu'il s'agit de vitamines par exemple. Et les quantités, comme on l'a vu, c'est pour 100 ml lorsqu'il s'agit de boissons ou de 100 grammes lorsqu'il s'agit donc d'aliments solides. Alors pour interpréter ce tableau-là, par exemple, si on a vu
Dans le tableau, toujours je reviens à l'exemple du biscuit parce qu'on en consomme beaucoup. Oui. Si on prend par exemple 100 grammes de biscuit et que vous voyez que 50 grammes sur le tableau, 50 grammes c'est du sucre, sachez que la moitié de ce biscuit c'est du sucre. Donc ce n'est pas bon. C'est pas un biscuit de bonne qualité. Sur le tableau, on trouve aussi la notion, ce qu'on disait tout à l'heure, de portion. Oui. Et ça aussi, c'est très important parce que, par exemple, je reviens à l'exemple du jus. Si on prend un verre de jus, parce que dans le tableau, on voit, par exemple, pour le jus, pour 100 ml de jus, vous avez, on va dire, 16 grammes de sucre. Mais pour le jus, généralement, on prend un verre. Ouais. On ne prend pas 100 ml, c'est peu. Un verre, c'est 200 à 250 ml de jus. Ouais. Ce qui veut dire qu'on va doubler cette quantité, voire plus, cette quantité de sucre. Donc, au lieu de prendre les 16 grammes qui sont mentionnés sur le tableau, en prenant un verre de jus, on va prendre 32 grammes de sucre dans un verre, soit l'équivalent de 6 carrés de sucre. 6 morceaux de sucre. 6 morceaux de sucre, c'est énorme. Donc, essayez de mettre 6 carrés de sucre dans un verre d'eau, simple. Essayez de le boire. On peut pas. C'est écœurant. Mais avec le jus, comme il y a plein d'arômes, etc., on le prend. Donc, il faut faire très attention à ce tableau parce qu'il nous aide vraiment à voir ce que contient vraiment l'aliment et voir quand il y a des excès de sucre ou des excès de gras dans le produit, etc. Donc, même principe, donc, on l'a dit, pour les autres matières, que ce soit du gras, etc. Donc, la personne peut faire attention à tout ça lorsqu'elle va choisir un produit, notamment par exemple pour les personnes diabétiques, pour connaître la quantité de sucre, les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires pour voir un petit peu le gras, etc. Et pour le tableau, on a vu qu'il y avait, donc pour ce qui est des lipides, donc des gras, en Algérie, on mentionne que la teneur en gras. Dans d'autres pays, ils ont obligé les industriels à préciser est-ce qu'il y a des gras saturés ou insaturés. Donc les insaturés, ce sont les bonnes graisses. Et les saturés, ce sont les mauvaises graisses. Donc, ils doivent mentionner la quantité de chaque type de graisse. Et parfois, ils vont même jusqu'à mentionner lorsqu'il y a des acides gras trans et des acides gras hydrogénés qui sont très mauvaises pour la santé. Pas des acides gras, pardon, des matières grasses, voilà, hydrogénées qui sont très mauvaises pour la santé. Donc, nous, on mentionne que juste la quantité de gras sans aller en détail dans le type de graisse. Voilà. Et puis, vous avez parlé du sucre, des matières grasses, mais il y a aussi les additifs alimentaires. Comment les reconnaître sur la liste des ingrédients, justement? Alors, justement, pour les additifs, on va faire ça brièvement parce qu'on va y revenir une autre fois en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les additifs. Donc, pour les reconnaître, grâce à la mention SIN, SIN qui signifie Système international de notation. On trouve aussi le E. Le E, il est utilisé pour les produits qui sont fabriqués dans l'Union européenne, mais c'est le même principe. Nous avons le SIN ou le E, et juste après, nous avons un code à 3 chiffres. Quand le premier chiffre, c'est un 1, ça veut dire que ce sont des colorants. Quand c'est le 2, ce sont des conservateurs. Et quand ça commence par un 3, c'est des antioxydants. Et ça continue comme ça parce qu'on a en réalité plus de 15 catégories d'additifs. Oui, entre les conservateurs, les colorants, les arômes, les émulsifiants. Pardon ? Est-ce qu'on a besoin d'ingérer tout ça ? Parfois non, mais parfois oui, parce qu'en fait les industriels, parfois ils sont obligés de rajouter des additifs, notamment des conservateurs, pour un petit peu... des stabilisateurs, des conservateurs, pour un petit peu... pour que le produit tienne plus longtemps, c'est une obligation. Mais ensuite, tout dépend de ce qu'on peut utiliser comme conservateur. Parfois, ils utilisent de la vitamine C, tout simplement, pour conserver. Ça reste quelque chose de naturel. Pour camoufler le goût, oui, pour même relever en tant que conservateur aussi, mais la vitamine C, à la limite, ça passe. Mais quand c'est des conservateurs vraiment 100% chimiques, etc., ça, c'est pas très bon. Donc, une autre fois, on reviendra sur les additifs pour donner un peu plus de conseils pour mieux les reconnaître. Et surtout, pas seulement les reconnaître. C'est-à-dire éviter ceux qui sont suspectés d'être cancérigènes, ceux qui sont avérés, et que c'est avéré que c'est mauvais pour la santé. On va essayer un petit peu de faire le tri dans tout ça une autre fois. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur les Il y a beaucoup de choses à dire justement sur la question. Et si on devait résumer tout ça, quels sont les points à retenir rapidement, Falah, pour finir? Alors, pour finir, la liste des ingrédients. Toujours prendre le temps de la lire. Donc, il faut que ça soit courte et faire attention à l'ordre. Le premier ingrédient, c'est quoi? Pour voir si vraiment correspond au produit qu'on achète. Autre chose, c'est quand on choisit un ingrédient, on ne choisit pas que pour sa marque. C'est pas toujours synonyme de qualité. On peut acheter un produit de grande marque, mais en fait, c'est pas forcément bon. Ça reste de l'industriel. Et autre chose, il faut pas se mentir.
pour acheter un produit de qualité, il faut mettre le prix. Parce que les produits nobles, ça coûte cher. Donc, acheter du chocolat et dire « Ah, il est de mauvaise qualité » lorsqu'on la paye, par exemple, 50 dinars, c'est tout à fait normal. Parce qu'un bon chocolat, c'est du beurre de cacao, ça coûte cher, du bon cacao, ça coûte cher. Donc, voilà, on en a fait pour notre argent, on ne peut pas se mentir. Voilà. Merci beaucoup, Farah. Merci à vous. Merci les filles. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Inch'Allah, d'ici là, restez branchés sur Canal Algérie et puis gardez le sourire, c'est important. Allah yfarqna bladno. Salam.